Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous de Café Politique. Et comme vous le constatez, les intempéries nous ont imposé de réaménager notre cadre de réalisation de cette émission. Et j'espère que vous allez l'accepter, le temps pour nous de retrouver notre décor naturel. Le personnage que nous allons recevoir pour vous ce soir est avocat au barreau du Bénin, ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Bénin. Il est aussi acteur politique. Romuald, bonsoir. Bonsoir à vous, Distel Amoussou, bonsoir aux amis téléspectateurs de E-Télé, la fréquence de développement. Et donc, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission Café Politique avec un grand homme. Vous avez commencé par le dire, un grand acteur politique, on pourrait le dire, puisqu'il est ancien président du Front des Républicains pour le développement de la ville capitale Porto Novo. Il est membre du bureau politique du bloc républicain, l'un des partis politiques qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Maître Jacques Akifon. Migan, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir Distel. Et je profite en même temps pour remercier les téléspectateurs. Et comme j'aime souvent le dire, c'est un réel plaisir que je partage. Et pour que nous puissions échanger, partager ce que nous avons en commun, c'est-à-dire tout sur notre pays, tout ce qui se passe. Alors dites-nous, votre parti, le Parti républicain, est arrivé minoritaire aux dernières élections législatives. Qu'est-ce qui n'a pas trop bien fonctionné? Vous savez, quand les résultats sont donnés, je crois que nous n'avions pas eu... Est-ce qu'il faut que je le dise à moitié-moitié? Alors que les gens disaient que c'est des frères siamois. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le bloc républicain, sur l'Union progressiste? Que c'est des partis qui sont des partis privés du chef de l'État. Mais dans la campagne, lors de la campagne, je dirais, les gens ont pris conscience que c'est réellement des partis qui couvrent l'étendue du territoire. Je répondrai à vos préoccupations tout à l'heure parce que quand on a fini ces élections, on a aussi compris que certains ont fait des recours, ce qui montre réellement qu'il y a eu un véritable combat. Nous nous sommes battus, nous nous sommes retrouvés deuxième. Nous aurions bien voulu gagner, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que... D'aucuns parlent de bataille de coq dans un verre d'eau. Non, il faudrait que les gens sachent une chose. Hier, nous étions 254 partis politiques. Et quand vous regardez l'Union progressiste, vous regardez le bloc républicain, qu'est-ce que nous constatons? C'est la majorité de ces partis qui se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces partis. C'est des partis du Nord, c'est des partis du Sud, c'est des partis de l'Est, c'est des partis de l'Ouest, de la mouvance d'hier, de l'opposition d'hier. Donc, quand on parle aujourd'hui de partis d'opposition dans mon pays, observez Diestel, observez Robial. Qu'est-ce que nous constatons? C'est des singletons. Prenons l'USL par exemple. Il est composé de qui? Mais de familles, des membres d'une famille ou encore des gens qui travaillent dans une entreprise. Quand vous prenez la Renaissance du Bénin, qui n'existe plus. Vous voulez dire parents alliés et amis, c'est ça? Absolument, tout à fait. Quand vous prenez aujourd'hui la Renaissance du Bénin, qui donc se prévaut encore le président Soglo, est-ce qu'il existe? Il n'existe plus, puisque tous sont contenus, soit certains ont rejoint l'Union progressiste, soit le bloc républicain. Prenons Foscori.Bénin émergent, où est-ce qu'ils sont? Mais ils ont tous rejoint la mouvance. Ils ont tous rejoint la mouvance. On ne pourra pas dire tous parce que il y a un certain nombre de députés qui sont toujours, ou du moins d'anciens députés aujourd'hui, qui sont quand même là. C'est-à-dire, quand vous avez parfaitement raison, j'aurais dû dire presque tous pour ne pas dire la majorité. Alors, quand même vous prenez ceux-là qui sont encore restés, ils sont où aujourd'hui? Mais ils ont fui. Pourquoi ils ont fui? Où est-ce qu'il est l'ancien député Guérontais? Où est-ce qu'il est l'ancien député Dossou? Mais ils ont presque tous fui le pays. Est-ce que c'est courageux? Est-ce qu'ils aimaient ce pays? Jacques Akifon, nous allons revenir sur ces débats-là. Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que la 8e législature est bien élue? Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie repose sur des tests de droit. Et quand vous observez les tests qui ont permis l'élection de ceux qui sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale, c'est des tests qui ont été votés par la majorité des députés. Pourquoi je dis majorité? Quand vous prenez la charte sur les partis politiques, ils l'ont tous voté, les députés de la 7e législature, sauf un. Donc ce qui veut dire qu'ils ont adhéré. Et c'est des députés qui existaient avant le président qui est là actuellement, le président Patrice Talon. Donc c'est une législature qui existait avant. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait qu'on aille à un système différent, nouveau, qui regrouperait la plupart, ou du moins c'est la grande partie, que les partis se regroupent entre eux, tout en respectant ce que la Constitution a prévu, c'est-à-dire le multipartisme. Et quand vous prenez le code électoral, mais qu'est-ce qu'il dit de mieux? Il y a deux articles qui ont créé quelques problèmes. Je prends le cas du quitus fiscal, mais le quitus fiscal, mais c'est les députés qui l'ont voulu, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils puissent être ceux qui votent, qui demandent à ce que celui qui doit prendre le marché puisse présenter son quitus fiscal et eux qui constituent des modèles ne puissent point le faire. Aussi que nous sommes dans un pays dont l'économie est essentiellement basée sur la fiscalité. Absolument. Donc ça va de soi. Et quand vous prenez comment ils appellent ce document, le certificat de conformité, vous conviendrez avec moi que le certificat de conformité va de soi. Vous ne pouvez pas être un parti politique, déposer votre dossier, dire que vous voulez être député, ne pas donner votre appartenance, votre origine. À supposer même qu'on ne l'appelle point certificat de conformité. On peut dire, si on préfère, le document d'enregistrement. Mais vous êtes tenu de l'avoir. Lorsque les gens disent ça a été imposé par la Cour constitutionnelle, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que vous ne pouvez pas déposer un dossier de candidature et ne pas dire d'où vous venez. Mais je m'appelle Jacques Migan. Mais c'est normal lorsque je dépose un dossier pour aller encore que l'honorable Orden Aladati nous a dit sur ce même plateau de Café Politique que les deux personnes qui ont exigé que ce certificat-là soit logé au ministère de l'Intérieur ont pour nom Djenotin Agossou Valentin et Philippe Nondjanoumé. Absolument. Mais dites-nous, aujourd'hui, la classe politique de l'opposition exige pratiquement la reprise des élections législatives. Monsieur Distel Amoussou, c'est ce que je viens de vous dire. Les élections ont eu lieu parce que nous avions des tests votés par la majorité des députés. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont été élus légalement, légitimement. Il n'y a pas eu de crise, ni légale, encore moins institutionnelle. Donc, je suis surpris quand des gens disent qu'on aille à une reprise des élections. Je n'arrive même pas à comprendre. Et si vous observez, ceux qui n'ont pas participé à ces élections, ils sont au nombre de deux. Au nombre de deux. Vous avez Foscori.Bénin Émergent qui a refusé systématiquement de participer. Et ils ont tout de même déposé les dossiers. Ils n'ont pas déposé de dossier, puisque, je vous dis, ils sont deux. Vous avez restauré l'espoir et vous avez Foscori.Bénin Émergent. Les autres ont déposé. L'USL a déposé. Moi, a déposé. Le parti de M. Koudé a déposé. De Mme Prudencio a déposé. En fait, quand vous dites ils n'ont pas déposé, cela voudra signifier qu'ils n'ont pas souscrit aux observations du ministère. Ils ont tout de même déposé. C'est-à-dire, ce que j'entends dire, c'est de déposer des dossiers entre le 25 et le 26 février. Vous parlez de la Sénat et non... Au niveau de la Sénat. Moi, je parle de la Sénat. De la Sénat. Pour aller aux élections législatives, faudrait-il encore déposer des dossiers de candidature. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ils déposent des dossiers au ministère de l'Intérieur, ça c'est une autre chose. C'est une chose. Mais déposer pour compétir, ils ne l'ont pas fait parce que ils ont fini par l'annoncer. Attendez, Jacques Migan, mais l'étape du ministère de l'Intérieur était une étape indispensable dans le processus pour aller vers les élections. Mais ça va de soi. Puisque nous avons un ministère de l'Intérieur. Son rôle, c'est juste avant même les élections. Cela se faisait. Puisque chaque fois qu'un parti se crée, c'est normal que le dossier soit déposé au ministère de l'Intérieur. Donc je n'arrive pas à comprendre que certains accusent à tort le ministère de l'Intérieur, puisque tout le monde sait que le ministère en charge d'enregistrement des nouveaux partis, c'est le ministère de l'Intérieur.
Donc, tout ce qu'on demande aux uns aux autres, c'est d'être à jour et puis de présenter les documents qui pourraient leur permettre d'être reconnus comme parti politique. Mais il y a un problème dans notre pays. Le problème que nous avons, c'est que nous aimons faire les choses à la dernière minute. Nous sommes des gens, nous prenons notre temps et au moment de faire, nous rencontrons des difficultés. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, on s'en prend à qui? On s'en prend à l'administration. Mais on savait depuis le mois d'octobre que les élections allaient avoir lieu le 28 avril. On savait depuis longtemps qu'il y avait un délai qui va du 21 février au 26 février pour déposer son dossier. Mais il fallait commencer par prendre ces dispositions. Et donc, vous voulez dire que les forces de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, ont perdu du temps plutôt que de s'occuper... Ils ont eu deux problèmes. Non seulement ils ont perdu du temps, mais ils ont travaillé par ignorance. Parce que nous ne mettons pas les hommes qu'il faut pour accompagner, pour étudier, pour savoir ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Avant que je ne sois membre du bureau, membre du parti Bloc républicain, j'étais à l'Union progressiste. Je puis vous dire que le travail se faisait et les dossiers étaient suivis par des hommes de l'art. On a pris quelqu'un qui s'y connaît sur le plan juridique et qui suivait. Il y avait un monsieur que j'appelle un grand monsieur, pour ne pas donner son nom, le président Moussou, qui veillait pour que les choses se fassent dans les normes. Il y avait un suivi formidable, régulier, un suivi pour que tout, c'est-à-dire déjà lire dans les lignes, le test sur la charte des partis, le code électoral. Et on tenait compte de chaque clause, de chaque article pour se conformer. Ce que nous ne savons pas faire, ce que l'opposition n'a pas fait. Regardez par exemple, pourquoi ils ont échoué entre autres. C'est parce qu'ils ont refusé, lorsqu'ils ont eu le délai de 6 mois pour se conformer au nouveau test, ils n'ont pas changé les statuts de leur parti, puisque Foscori.Bénin et Maréjean a été créé en 2017. Alors, ce qu'on leur demande, c'est de se conformer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait une confusion entre membres adhérents et membres fondateurs. Dans les statuts anciens, il y avait membres fondateurs qui devraient être au nombre de 297, si mes souvenirs sont bons, parce qu'ils sont restés également à ce que les tests de 2013 avaient prévu, savoir que vous devez avoir 10 membres fondateurs par département. Or, les nouveaux tests disent qu'il faut avoir 15 membres par commune. Ils n'ont pas respecté ces clauses-là. Ils ont voulu, par ignorance, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas l'homme qu'il faut pour suivre le dossier, leur dire attention, tel article des statuts dit ceci, il faudrait que nous nous conformions pour que nous ne soyons point recalés, pour que nous ne soyons pas dans l'erreur. Ils n'ont pas fait. Il vous souviendra quand le chef de l'État les a reçus, il leur a dit, si mes souvenirs sont bons, le 25 février, vous avez encore la possibilité d'aller à un congrès extraordinaire pour vous conformer. Changer les statuts. Ils n'ont pas fait. C'est le cas, par exemple, de restaurer l'espoir. Restaurer l'espoir, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de Foscori.Bénin et Maréjean. Restaurer l'espoir. Quel a été leur problème? Ils ont déposé un dossier avec comme membre fondateur des mineurs. C'est pas possible. Et donc, avec toutes ces insuffisances que vous évoquez, est-ce que c'est cela qui vous fait dire aujourd'hui que ces personnes sont mal placées pour demander, par exemple, la reprise des élections législatives? Non, je vous ai dit, les élections, c'est derrière nous. Estelle le disait à Moussou tout à l'heure, on ne peut plus reprendre quelque chose qui a été bien réalisé. Nous avions des élections qui ont respecté les tests, qui ont respecté la légalité, qui ont respecté la Constitution. Et quand certains n'étaient pas d'accord, ils ont saisi et la Cour suprême en ce qui concerne l'USL. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne Moël, en ce qui concerne l'USL, en ce qui concerne le PRD. Donc je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse faire confiance en saisissant ces juridictions et venir dire maintenant que les élections ont été exclusives. Non. Et je vous le dis encore, vous ne pouvez pas non plus réclamer la reprise des élections lorsque vous avez résisté, vous avez refusé de participer. La preuve, aujourd'hui, comment ils se nomment? Des résistants. Parce qu'ils résistent, ils ne veulent pas. Leur préoccupation ne se situe pas au niveau des élections. Non,
c'est des gens qui sont dans une logique, c'est empêcher le pouvoir qui est là de faire son travail, d'atteindre les objectifs fixés. Ils sont en train de constater que le pouvoir du président Patrice Talon est en train de réaliser ce qu'il faut pour sortir le Bénin de ce que nous avions connu depuis 1960. Maître Migan, pour rigoler un peu, est-ce que vous êtes un prêté de l'Union progressiste au Parti républicain, parce que tantôt vous nous disiez que j'ai eu cette chance. Vous avez comment la passerelle a pu se faire. Vous savez, à un moment donné, j'étais dans le bloc, non dans l'Union progressiste, Oui. et puis vous avez dû constater, comme tout le monde, le PRP est parti. Or, il fallait combler ce vide. Moi, je me suis retrouvé, j'ai accepté d'aller combler entre ce vide. Donc, Si vous étiez un professionnel du football, à combien est-ce que ce transfert-là a coûté? Non, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai eu une expérience très riche. J'ai eu à côtoyer des hommes comme le président Amoussou. Parlant de la richesse de vos expériences, dites-nous, est-ce que vos vis-à-vis peuvent trouver un environnement légal pour appuyer leurs désirs, leurs demandes, leurs requêtes de l'invalidation des élections législatives et de sa reprise? Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une cour constitutionnelle qui fonctionne. La seule cour a même de dire aujourd'hui, les élections n'ont pas bien fonctionné. Mais lorsque les élections ont eu lieu, nous avions franchi toutes les étapes. La cour a été saisie par qui? Et par le PRD, et par l'USL, et par Moël. Je crois que c'est les trois qui ont réellement saisi. Oui, fondamentalement. Donc, une décision a été rendue. Et conformément, si mes souvenirs sont bons, à l'article 124 de notre Constitution, les décisions rendues par cette Cour sont sans recours. Donc, je ne vois pas comment peut-on encore reprendre les élections qui ont été légalement réalisées, qui se sont bien passées, constitutionnellement également, puisque je viens de dire à l'instant que la Cour constitutionnelle a rendu une décision en disant, après les recours formulés par les uns et les autres, voilà les résultats. Est-ce que pour la préservation de la paix, on peut fermer les yeux ou on peut mettre entre parenthèses la loi? Vous savez, le jour où vous commencez par agir de cette manière, ça veut dire que vous allez vers ce qu'on appelle la dictature. Ça veut dire que vous allez vers ce qu'on appelle l'état de non-droit. Ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout. L'état de compromission. Mais je ne voulais même pas utiliser ce mot. Et le chef de l'État nous l'a dit. Il a dit ceci, si mes souvenirs toujours sont bons, le 25 février, lorsqu'il a reçu les gens, il a dit ceci, c'est vous qui votez les lois. Je vous confie la mission de voir ce qui peut être fait dans le respect des textes de loi. Et c'est en cela que je dis souvent aux gens, observez le président Patrice Talon. Vous voulez parler de la rencontre le 6 mars avec la classe politique? Absolument. C'est un homme, quel que soit l'acte qu'il pose, c'est dans le respect profond de la loi. Il n'y a pas plus légaliste que le président Patrice Talon. Et c'est en cela que je ris souvent lorsque les gens disent, le chef de l'État a pourtant dit de faire ceci, il a dit de faire cela, dans le respect strict de la loi. Parce qu'il a compris qu'il n'est pas lui non plus au-dessus de la loi. Il a compris que personne n'est au-dessus de la loi. Et quand un problème se pose, on peut toujours Trouver des solutions. C'est là où j'ai toujours été un peu... je me suis demandé, est-ce que l'opposition est sérieuse? En fait, même parler de l'opposition, je préfère dire, est-ce que les hommes qui se disent de l'opposition, Est-ce que les résistants sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que les tests qu'ils ont acceptés, le match qui a eu lieu, tout s'est passé conformément aux normes qui gouvernent notre pays. Et je dis et je répète encore, chaque pays choisit son système, chaque pays choisit sa manière de faire, de fonctionner. Nous avions choisi d'aller au regroupement des partis politiques tout en respectant le multipartisme. Or, nous avions choisi, est-ce que ça a été fait, comme je l'ai dit Toujours en respectant la majorité. Je dis oui. Je vais vous dire quelque chose qui m'amuse souvent. Lorsque le président Patrice Talon a voulu aller à révision de la Constitution, mais
qu'est-ce qu'il a constaté sur son chemin? Un refus de 23 députés de la minorité. Est-ce pour autant que les tests ne fonctionnent pas? C'est le respect, il s'est automatiquement, il a respecté cette volonté de l'opposition parce que la Constitution a dit que lorsque vous n'aurez pas tel nombre de personnes, de députés, vous ne pourriez pas, conformément, si mes souvenirs sont bons, à l'article 154, 55, vous ne pouvez pas aller à révision. Mais est-ce qu'on a parlé de les tests ne fonctionnent pas, il faut faire ceci, il faut faire... Non, c'est en cela que je dis, pourquoi nous aimons tout le temps, pour revenir à votre préoccupation, tordre le cou à la loi? Non, il faut éviter cela. Lorsque vous commencez par cela, ça veut dire que vous ouvrez la porte à la compromission. Et la compromission conduit directement à l'anarchie, à la dictature, à un État bananière. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous sommes dans un État de droit où la démocratie fonctionne. Et notre démocratie, il faut que les gens le sachent. C'est une démocratie qui est en train de mûrir. Nous avons combien d'années? À peine une trentaine. Alors que certains qui nous critiquent et qui nous regardent comme des gens qui ne respectent pas, comme je l'entends dire, la démocratie. Ils ont combien de siècles d'années derrière eux? Mais 2 siècles. Quand vous prenez le cas de la France, nous sommes en train de naître. Mais laissons-nous faire notre expérience. Et justement, puisque vous évoquez l'extérieur, oui. Vous savez, lorsque la législation n'est certainement pas favorable à une reprise des élections, oui. Des élections législatives, vous savez, il y a des appels à l'aide extérieure qui se font de plus en plus, des anciens présidents de la République, des anciens députés, un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, on estime que la CEDEAO, vous qui êtes juriste, on estime que la CEDEAO, puisque le Bénin fait partie de la CEDEAO, pourrait faire injonction au Bénin d'annuler les élections et de reprendre à nouveau. Vous savez, certains peuvent prendre leur rêve pour des réalités. Je viens de vous démontrer que nous avions dépassé ce stade des élections législatives. Nous sommes en train d'observer, nous sommes dans la préparation des élections municipales, locales et communales. Et dans l'année qui va suivre, c'est l'année 2020, après, ça va être les élections présidentielles. Non, nous sommes un pays souverain, un État souverain. Et tout ce qui a été fait, comme je viens de vous le dire, nous avions respecté les normes qui gouvernent notre pays. Nous avions même respecté ce que les tests de la CEDEAO qui voudraient que l'on ne prenne pas, que l'on n'aille pas au vote de test 6 mois avant les élections. Ce qui avait posé quelques problèmes lorsque le chef de l'État a demandé aux députés de la 7e législation, à travers le président Mbouidi, de revoir, de voir ce qu'on peut faire. Et on se disait pour un consensus. Pour un consensus. Le consensus peut être une solution. Mais ce que je voudrais vous dire, la CEDEAO, je n'en vois pas, parce que quand je l'entends dire, et c'est fort de ça que je vous dis que certains peuvent prendre leur rêve pour des réalités. Et quand vous voyez ces hommes qui se disent de l'opposition, je ne parle pas de partis politiques, chacun a un problème. Prenons le cas du président Soglo. Quel est son problème? Ce n'est pas le Bénin. Le Bénin n'est pas sa préoccupation. C'est son fils qui est son problème. C'est parce que l'ancien président... Vous voulez parler du retour de l'ex-maire de la ville de Cotonou, qui est le fils du président Nicéphore Soglo. Tout à fait, monsieur l'a dit ici. Vilayon Soglo. Vilayon Soglo. Donc, il est où? Quelqu'un l'a chassé du Bénin? Le Bénin est son pays, qu'il revienne. Mais qu'il rentre. Je n'arrive même pas à comprendre que l'on puisse fuir d'un pays au prétendu motif qu'il y a... Non, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a des choses à se reprocher, ça c'est son problème. Mais s'il se confirme qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il rentre dans son problème... Et donc vous voulez dire que ce sont des intérêts, je vous dis, des intérêts personnels qui poussent... Mais le président Soglo n'est pas le seul dans... Mais j'en viens. Voilà son cas à lui. Lui, il a 2 problèmes. D'une part, il n'est pas remis de sa défaite de 1996. C'est bien derrière nous. C'est bien derrière nous. Mais je vous dis, il n'est pas remis. Il continue à ruminer cela. Et il en veut. Pour lui, c'est la France. Il a tout de même connu des successeurs. Donc, certainement, je vous dis, il n'est pas remis. Je pèse mes mots de son échec de 1996. À cela s'ajoute aujourd'hui son fils. Il a vu plusieurs fois le président Patrice Talon pour se faire. Prenons le cas de monsieur le président Boni Yayi. Écoutez, nous avions tous vu ce qui s'est passé
en 2016, on est parti chercher quelqu'un qui travaille avec le gouvernement français, qui a double nationalité. Il est béninois. Il est béninois pour être notre président de la République. Mais la plupart de ceux qui nous gouvernent en Afrique ont... On en parlera tout à l'heure. nationalités. Donc, en ce qui concerne le président Boni Yayi, ça m'amuse. Il a dit lui-même, lorsqu'il a fait sa conférence, il dit qu'il était dans, qu'il observait une réserve. Et que s'il est sorti de cette réserve, que c'est pour trois choses. Premièrement, pour protéger sa famille biologique. Deuxièmement, sa famille politique. Et enfin lui-même. Ce qui veut dire que c'est la préoccupation du Bénin, ce n'est pas son problème. Le développement du Bénin, il s'en fout royalement. Ce qui le préoccupe, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui-même. Alors, dans ces conditions, peut-on parler de l'opposition? L'opposition par rapport à quoi? Par rapport au Bénin? Par rapport au développement du Bénin? Même le président Patrice Talon lui a tendu la main, l'a invité pour qu'il vienne, pour qu'il discute. Parce que c'est un ancien président. Il a des expériences à partager. Il a des choses à dire pour le développement parce qu'il a gouverné ce pays pendant 10 ans. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il a été notre président de la République. Il a encore des potentialités en lui qui peuvent être partagées. Est-ce que vous voulez dénier à Boni Yayi, ancien président de la République de ce pays, d'avoir des opinions et de les exprimer? Écoutez, je ne lui dénie pas. Mais c'est la Cour constitutionnelle qu'il avait en son temps. Si mes souvenirs sont bons, en 2012, lui avait dit que ces propos qu'il tenait étaient des propos qui allaient contre la Constitution. Une méconnaissance de la Constitution, M. Amoussou, puisqu'il avait été condamné lorsqu'il disait en son temps qu'il irait chercher les siens du Bénin profond pour combattre les autres. Est-ce qu'il a continué? Et vous pouvez tout dire. Vous êtes libre. Nous sommes dans un pays où, jusqu'à nouvel ordre... Et puis après, il y a eu le récit de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo qui faisait état d'une audience privée à son domicile où le président Boni Yayi disait qu'il allait mettre ce pays à feu et à sang. Absolument. Il a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas lui. C'est le président, c'est Madame Rosine Soglo qui l'a dit. Et le président Soglo a répété cela autrement lorsqu'il disait qu'il faudrait passer sur son cadavre avant d'installer la huitième législature. D'une part. Et d'autre part, nous avions tous vu ce qui s'est passé. À Dantopa, ils étaient partis, les trois, et Madame Soglo, et le président Dieudonné Soglo, Nécéphore, bien entendu, et le président Boni Yayi. Ils étaient partis à insurrection. Ils voulaient que les gens se soulèvent. Et lui-même l'a dit, le président Soglo. Nous avons eu le plaisir d'observer des démonstrations de kata de la part du président Boni Yayi face à la police républicaine. Absolument, tout le monde l'a vu. Non, je crois que ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est la paix. Nous venons de rappeler beaucoup de choses. Et nous avions vécu ce qui s'est passé lors de ces élections, le 28 avril, à Banté, à Savé, à Tchaourou. Des choses tristes. Malheureusement, les gens ont présenté, surtout à l'extérieur, quand je regardais sur France 24, quand je regardais sur certaines chaînes françaises, un reportage complètement qui ne reflétait pas la réalité. Alors que des maisons étaient brûlées. Des maisons de qui? Quand vous prenez le cas de Tchaourou, M. Bagoudou. C'est qui M. Bagoudou? Mais c'est le cousin du président Boni Yayi. C'est un parent à lui. Pourquoi peut-on brûler sa maison? Mais la raison est simple. Puisque il est aujourd'hui de la mouvance. Donc il faudrait... Est-ce que c'est le prix de la trahison? Pourquoi le prix de la trahison? Mais on est dans un pays libre, on est dans un pays démocratique. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de choisir. Je peux être d'une famille. Mon épouse peut ne pas être du même bord politique que moi. L'essentiel, c'est de pouvoir justifier son choix. Et parce que vous avez... En tout cas, si des personnes ou des personnalités politiques espèrent une certaine intervention de l'extérieur, de la CEDEAO, vous nous avez donné votre avis sur la question. L'avis de la France est clair aujourd'hui, parce que la France, tout de même par le biais d'un de ses le secrétaire d'État autorités, le moine, estime que Jean-Baptiste la France Lemoine n'est ni
pour l'ingérence, ni pour l'indifférence, mais tout de même pour le dialogue national. Et mieux, la France ne fait pas, n'est-ce pas, en tout cas c'est sa position officielle, lorsqu'on en croit aux déclarations de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État, ne fait pas donc de la reprise des élections une priorité ou une obligation, une exigence à tout débat ou dialogue politique dans notre pays. Ce que je tiens à dire, quelle que soit l'institution, quel que soit le pays, que ce soit la CEDEAO, l'UA, que ce soit la France, le Nigeria, mais nous sommes un État souverain. Et nous venons de le démontrer à travers ce qui s'est passé avec les notables de Tchaourou, de Savet, les rois de Tchaourou, les cas de Tchaourou et le président Patrice Talon. C'est un problème béninois. Nous avons les potentialités en nous pour régler tous nos problèmes. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Ceux qui vont à l'extérieur... Croyez-vous que la situation difficile politique que nous avions, ou du moins que nous traversions, par exemple, c'est réglé à l'interne plutôt? Non, on a réglé ça. Il y a cette coïncidence, plus ou moins, ou ce lien qui avait été fait par un certain nombre de compatriotes qui estiment que dans la journée, dans la matinée, le président Patrice Talon était au Nigeria. Dans la soirée, il a reçu la délégation de Tchaourou. Monsieur Robia, je vais vous dire quelque chose. Savait, tout juste après, le chef de l'État devrait se rendre au Nigeria. Si mes souvenirs sont bons, le 12 juillet, journée de la démocratie. Il n'a pas pu aller pour des raisons que nous connaissons, parce qu'il y a eu ce soulèvement à Tchaourou. Parce qu'un chef digne de ce nom, un homme d'État, devrait rester lorsqu'il y a des trous quelque part. Mais c'est normal qu'il aille voir son frère pour lui dire de l'excuser parce qu'il n'a pas pu pour telle raison. Que les gens en fassent rapidement de cette rencontre, que des instructions auraient été données pour lever le dispositif qui était à Kadjeoun pour qu'il y puisse partir. Je crois que les gens n'ont pas encore su qui est le président Patrice Talon. C'est un homme fondamentalement épris de paix. C'est un homme de dialogue. La première action positive allant dans le cadre de la paix, c'est quand il a pris ce pouvoir, lorsqu'il a réglé le problème des protestants, un litige qui durait depuis, je dirais, plus de 20 ans, 30 ans. Et le deuxième, et vous le savez, les téléspectateurs le savent, lorsqu'il y a eu ce problème d'Abomey Calavi, l'affaire, je crois, où des gens ont été expulsés de Womé, ou encore à Ouida. Non, je crois que le président Patrice Talon est l'homme qui réellement a besoin de la paix et pris de la paix. Parce qu'il faut qu'il gouverne. Pour gouverner, il a besoin de la paix. Vous ne pouvez pas gouverner si vous n'avez pas la paix. Donc, il est beaucoup plus préoccupé que tout le monde par la paix, surtout pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire qui ne plaît pas. Et ça ne plaît pas du tout à l'extérieur. Voilà quelqu'un qui arrive et qui change complètement de méthode. Hier, nous étions comme sous tutelle, où, quand vous prenez le cas du Sénégal, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez tout ce qui se réalise dans ces pays, mais qui sont ceux qui profitent de ces réalisations? Mais c'est la France. Aujourd'hui, le président Patrice Talon ne refuse pas que la France participe aussi au développement, mais dans un cadre de gagnant-gagnant. Je dis bien de gagnant-gagnant, pas dans un cadre où vous allez tout prendre. Nous avions eu le port. Avant, c'était donné à qui? Sans discussion aucune. Vous avez eu les rails. C'était donné à qui? Sans discussion aucune. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a constaté que notre port n'est pas compétitif. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est parti chercher les hommes qu'il faut pour donner un nouveau souffle à ce port. Et les résultats sont là. Et donc, vous voulez dire que ce sont ces actions qui dérangent? Absolument. Il y a non seulement ces actions qui dérangent, parce que voilà l'homme qui arrive et qui ne fait pas dans... la dentelle. Ou dans le copinage. Le copinage. Exactement, dans le copinage. Si vous êtes l'homme qu'il faut, mais vous prenez le marché. Surtout dans le cadre du partenariat public-privé. Si vous remplissez les conditions, que vous soyez chinois, que vous soyez russe, que vous soyez américain, que vous soyez français, belge,
Mais notre préoccupation à nous aujourd'hui, c'est de pouvoir remplir les conditions. C'est le résultat. C'est les résultats qui comptent. Or, quelqu'un qui va dans ce... Qui regarde, qui agit de cette manière, vous pensez que ça plaît? Jacques Migan, à Tchefon, dites-nous, la 8e législature est en marche. Le bureau du président Louis Vlavonou était investi ce matin. Et il faut dire à nos téléspectateurs que cette émission a été mise en boîte hier. Qu'est-ce que vous attendez de cette 8e législature? Vous savez, je dis aux uns aux autres, j'ai eu la chance d'observer, comme je le disais, le bloc ou de travailler au début avec le bloc et l'Union progressiste et puis aujourd'hui avec le bloc républicain. Je puis vous dire... Finalement, vous êtes des deux partis, là. Vous savez, non, j'avais été au départ. Puis j'ai rejoint. Vous peinez à vous départir de l'UPI. Je peux vous le dire que oui. Vous avez laissé votre âme là-bas et votre là, corps je peux le dire. au bloc républicain. Je peux le dire. Comment ça se fait? Non, tout simplement parce qu'à un moment donné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure... Vous avez beaucoup appris de l'autre côté. J'ai beaucoup appris. Je dis bien que j'avais beaucoup appris, surtout avec ce grand monsieur que j'appelle Bruno Amoussou. Jacques Migan, quelles sont vos attentes de la 8e? Abdoulaye Biokane serait jaloux. Hein, Pardon? Abdoulaye Biokane serait jaloux. Non, pourquoi? Jacques Migan, dites-nous vos attentes. Non. Vous savez, la 8e législation, c'est là où je vais en venir. Ces deux partis ont un projet de société. Et ce projet de société a pris en compte les doléances. Si vous étiez une femme, oui. Donc on dirait que vous devriez aimer la polyandrie. Non. Non, c'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, oui. C'est-à-dire, quel que soit l'adversaire que je peux Vous restez séduit par... Non, je ne sais pas que je suis resté séduit. Je dis ceci, quand vous avez quelqu'un en face, essayez de l'étudier. Essayez de chercher à savoir ce qu'il vaut. Sinon, vous ne pouvez jamais le combat. C'est vrai, le patriarche Bruno Amoussou est un grand homme d'État. Alors, écoutez, on va pas non, je ne suis plus à la... Donc, je parle de la 8e législature. Voilà, la 8e législature, je vous dis également que c'est des députés qui ont pris en compte, c'est des représentants de la nation. C'est vrai qu'ils ont 3 rôles. Le vote des tests, le contrôle de l'action gouvernementale, mais surtout la représentation. Ce que nous oublions souvent, c'est vrai que les tests prévoient les 2 points importants, le vote et le contrôle. Mais avant d'aller à vote, et une fois le test voté, mais il faut encore aller sur le terrain, puisqu'ils sont les représentants du peuple. Ils ne sont pas les représentants d'une circonscription, comme les gens semblent dire. Le jour où vous êtes député, vous représentez la nation. Donc, il faudrait nécessairement qu'ils repartent sur le terrain pour dire ce qu'ils ont fait, sensibiliser, informer, rendre compte, et cette proximité avec le peuple doit leur permettre de revenir encore à l'Assemblée pour, d'une part, ce contrôle de l'action gouvernementale dont on parle, et d'autre part, pour aller au vote. Pour que légiférer surtout pour des instruments juridiques au profit du peuple. Au profit du peuple. Donc, les tests de loi, ça dit qu'il ne faudrait pas que nous attendions tout le temps que ce soit l'initiative du gouvernement. Il faudrait que les députés aussi, ça a été le cas pour la 7e législature. Pour la 7e législature. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont ce rôle aussi, ce pouvoir également, de proposition des tests de loi. Comment est-ce qu'un député arrive à contrôler celui qui l'a nommé? Mais, vous savez, est-ce qu'on peut nommer un député? Un député est élu. Ils sont élus. Moi, j'ai voté pour élire un député. Et contrôler une action du gouvernement, quand vous prenons un exemple que nous aimons, puisque nous aimons tout le temps. Il a voulu, Distel a voulu utiliser le thème de l'opposition, absolument ce que je comprends. Non, c'est des gens qui ont été élus et qui doivent travailler avec panache, c'est-à-dire avec courage et fierté. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les gens seront surpris. Et ils sont déjà en train de voir à travers ces députés qui sont représentatifs de tout le peuple béninois. Parce que hier, qu'est-ce que nous avons? Prenons le cas d'un parti, je prends le cas du PRD par exemple. Mais c'est des députés qui ne dépassaient pas une région, qui n'étaient pas sur toute l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, quand je prends le cas de mon parti, le Bloc républicain, mais nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Vous avez un ancrage national sur toute l'étendue. Donc, à travers mon parti aujourd'hui, je sais ce qui se passe à Bokoumbe.
bien que je sois de la 19e circonscription. Je sais ce qui se passe aujourd'hui dans le mono. C'est-à-dire, tout de suite, lors de nos rencontres, lors de nos réunions, que ce soit au niveau du bureau politique ou voire élargi, donc nous savons ce qui se passe. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui permet à cette législature aujourd'hui de travailler de manière nationale. Donc c'est la nation qui est prise en compte. Ce n'est plus la région, ce n'est plus l'ethnie. Donc les préoccupations aujourd'hui, ces préoccupations, elles sont nationales. L'un des enjeux pour cette législature, est-ce que ce n'est pas la nature également des lois qui seront votées? Parce que au moins pour la 7e législature, vous pouvez demander aux populations béninoises et elles retiennent tout au moins un instrument juridique qui leur profite aujourd'hui. Est-ce que la loi sur le bail, est-ce que Jacques Migan ne craint pas des lois taillées sur mesure? Vous savez, les lois tiennent compte des préoccupations du peuple, des doléances du peuple, de la volonté de ce que le peuple veut. Et c'est fort de ça. À un moment précis. À un moment précis. Donc ce n'est pas une législation parce que le gouvernement voudrait ceci. Et quand même le gouvernement voudrait, mais ça sera, c'est des projets de tests qui seraient étudiés et soumis aux uns aux autres. Et nous sommes tout le temps en train de réfléchir, d'analyser depuis que ce bloc républicain existe. Nous travaillons. Et c'est dans l'intérêt du pouvoir. Parce que le pouvoir, ce n'est pas une pensée unique. Le pouvoir même a besoin des analyses des autres. Et c'est en cela que je dis, nous avions besoin d'une opposition. L'opposition, ce n'est pas nécessairement à l'Assemblée nationale. L'opposition, même quand elle n'est pas à l'Assemblée nationale, elle peut faire aussi ses observations. Nous sommes dans un pays où il faut que nous pensions au développement. Pour penser au développement, il faudrait que les critiques que feraient les uns les autres, que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition, qu'elles soient constructives, ces critiques. C'est de ça il est question aujourd'hui. Quand on prend les grands groupes aujourd'hui, oui, les deux blocs, le bloc républicain et l'Union progressiste, quelle force de pression vous avez à exercer par exemple sur un député qui relève de votre parti politique pour qu'il puisse être dans la dynamique que veut le parti? Mais tout se discute, tout s'analyse. Nous ne sommes pas, comme je le dis, c'est-à-dire, avant d'aller à décision, on échange. Nous aurons prochainement, pour que les gens le sachent, notre congrès ordinaire au mois de décembre. Mais pour aller à ce congrès ordinaire, mais il va y avoir des motions. Et c'est des motions qui seront votées pour montrer comment on échange, comment on prépare, en tenant compte des réalités du pays, en tenant compte de ce que veut la base, en tenant compte de ce que veulent nos compatriotes. Ce n'est pas quelqu'un qui sera au sommet qui dira « faites ceci ». Non, c'est la base qui décidera. Et cette base est déjà au travail, c'est-à-dire il y a des cellules qui se créent. Moi, je vous dis, je suis de la 19e, de la 19e circonscription, mais je peux, si je constate que telle motion, par exemple, de telle malgré, mais je voterai pour cette motion. Donc, nous ne sommes pas dans une pensée unique. C'est ce que je dis aux gens. Il faudrait que les gens sachent qu'au sein de ce bloc républicain, il y a un travail formidable de réflexion, d'analyse qui se fait. Ce travail permettra de faire des propositions qui seront des propositions qui remonteront à l'Assemblée nationale à travers nos députés qui sont nos représentants. Bâtonnier Migan, oui. La 8e législature a élu et nommé ses représentants dans les fêtiers au plan international et régional. Oui. Est-ce que vous avez comme l'impression que nous avons les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut pour nous représenter dignement? Vous savez, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à travers ceux qui sont à l'Assemblée. La plupart de ces députés, c'est des députés qui ont l'expérience de l'action qui... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, attachez vos ceintures. Nous amorçons la descente de cette émission. Donc, oui, c'est pour vous dire qu'ils ont une expérience. Ce ne sont pas des gens qui débarquent pour la première fois. C'est des gens qui savent comment penser. Ils sont des gens compétents. À l'image il y a quand même, Jacques Migan, il y a quand même 45 nouveaux visages. Oui, mais oui, c'est normal. Ils sont 45 nouveaux qui vont être accompagnés par les anciens. Pour l'instant, je parle des anciens, puis je sais que je parlerai d'eux. Mais
ceux qui sont ces nouveaux, mais c'est des gens aussi qui étaient à des responsabilités sur le plan local, qui étaient maires par exemple. Donc qui savent toujours, qui sont toujours là pour les préoccupations du peuple. Peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de l'Assemblée, mais ils ont l'expérience politique du terrain. Ils ont la disponibilité, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont le développement, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont la compétence, ils savent ce qu'il faut faire. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que ces 45 dont vous parlez, qui arrivent pour la première fois à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des gens qui descendent brusquement du ciel. Non, c'est des gens qui ont une expérience de terrain pour la grande partie. Soit ils étaient députés, soit ils étaient conseillers, soit ils étaient militants dans les partis politiques d'hier. Donc, nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale des gens qui ont une expérience, qui ont déjà fait montre de l'action, qui savent ce qu'on appelle l'action politique. Donc, qui accompagne. Action qui va vers le développement. C'est-à-dire, ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas un travail pour eux. Alors qu'avant, nous le savons que le député d'hier travaillait pour lui-même. Aujourd'hui, il ne travaille pas pour... Un député ne travaille pas pour lui, il travaille pour le développement du pays. Je vous ai parlé tout à l'heure... Donc, voulons-nous aujourd'hui des députés de développement? De développement, absolument. Pourquoi? Parce que je vous parlais de projets qu'ils avaient. Mon parti a son projet de société. Nous l'avons présenté à la face du monde le 8 décembre dernier à Parakou. Nous avions dit, voilà ce que nous voulons atteindre. Voilà ce que nous voulons faire. Mais nous allons... Ces projets, c'est des projets qui sont... c'est ce que veut le peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui reste dans son coin, qui élabore un projet et qui le soumet. Non, et on acclame, non. C'est-à-dire, c'est un travail qui a été fait depuis la base et qui a été accepté par nous tous. Nous l'avions vécu, cela, nous l'avions vu le 8 décembre lorsque nous étions à Parakou. Et c'est ce que nous allons reproduire lorsque je parlais de motions tout à l'heure. Les motions qui seront présentées, les motions tiendront compte des préoccupations de tous les Béninois, et de l'opposition et de la mouvance. Et surtout de votre idéologie, parce que le capitalisme a visage humain. Le libéralisme a visage humain. C'est notre idéal, si vous préférez. Mais... Jacques Migan, oui. Nous allons jeter un regard sur les réalisations du gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que, à mi-parcours, vous avez le sentiment que les besoins des populations sont pris en compte pour leur mieux et bien-être? Monsieur Aboussou, oui. Je mets au défi, à l'heure où nous parlons, en moins de 3 ans, le chef de l'État qui peut dire avoir fait autant. Prenons faire autant, c'est quoi? Alors, secteur par secteur. Prenons le cas que nous connaissons tous, l'énergie. Aujourd'hui, nous avons 75% de délestage qui est Parce réglé. que nous parlons de Maria Gleta bis. J'en viens. Non. Je vous dis, 75% de délestage est réglé. Donc, les 25%, seront conjugués, ces 25% seront conjugués bientôt au passé. Prenons l'eau. Je dis bien l'eau. L'eau potable à tous d'ici 2021. 2021. Voilà. Ce que je voudrais dire dans ce domaine, c'est la priorité sociale. Quand on parle du social, l'eau est la priorité numéro 1. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui a été fait de 1960 à 2018. C'est-à-dire, nous avions eu plus de 600 adductions d'eau villageoise. En 2 ans, 2018 à 2019, mon pays a réalisé le tiers de ce que nous avions fait en 59 ans. Oui, mais ce faisant, oui. Jacques Migan, les factures d'électricité et d'eau viennent maintenant tous les 30 jours et deviennent salées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Vous savez, c'est les zones urbaines. Non, il y a eu, lorsque vous parlez de facture, vous ne pouvez pas, il y a une réforme qui est en cours dans ce domaine pour permettre aux citoyens de payer moins. Quand les études seront déposées, on saura comment faire. Il y a un audit qui est en cours dans ce domaine. C'est une bonne nouvelle. Nous allons prendre d'autres secteurs. Quand vous prenez le domaine, oui. Par exemple, de l'agriculture, ce n'est point un secret pour personne aujourd'hui que dans la sous-région, pour ne pas dire dans la région,
que nous connaissons, mon pays est le premier Vallée, producteur de coton. Nous avoisinons, je crois, 700 000 tonnes. C'est du jamais vu. Nous battons ceux qui étaient tout le temps cités comme qui étaient cités en exemple, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali. Quand vous prenez les produits vivriers, il en est de même. Nous sommes deuxième aujourd'hui après la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a encore quelques années, ce n'était pas évident, ce n'était pas possible. Quand vous prenez le domaine de la santé, par exemple, tout le monde a vécu et tout le monde a vu les réformes qui ont été entreprises dans ce secteur et réformes qui ont conduit, par exemple, à clarifier cette situation qui a semé beaucoup de désordre sur le plan pharmaceutique. De tricherie des médicaments, je dirais, des faux médicaments que j'appelais du poison. Donc le pouvoir a mis de l'ordre dans ce secteur. Et idem en ce qui concerne les hôpitaux où on a clarifié aujourd'hui la situation de ceux qui doivent y travailler. Et les plateaux sont renforcés dans tous les hôpitaux. Et les conditions bien améliorées. Et bientôt, puisque les études de l'éducation, nous avons connu une année scolaire très apaisée, très apaisée. Sans grève. Et sans grève. Et au-delà de ça, les réformes qui sont conduites permettent à mon pays d'être compétitif sur le plan régional et permet ce que nous allons bientôt avoir en ce qui concerne la formation emploi. C'est-à-dire, vous ne sortirez plus des écoles, des formations, des centres de formation et vous retrouvez comme chômeur. Donc, il y a un travail dans le cadre de l'amélioration des cadres de vie, il y a aussi cet énorme projet asphaltage. Indépendant de l'asphaltage, vous savez, quand le chef de l'État, hier, demandait aux gens de quitter les trottoirs, les gens se disaient, mais pourquoi pouvaient-ils le faire? Mais c'est dans le but d'aller à l'asphaltage, parce que vous ne pouvez pas à la veille faire partir. Le timing et la brutalité aussi. Non, vous savez, le Béninois est quelqu'un qui est têtu. Quand vous ne passez pas à l'acte, vous pouvez lui donner 1 an, 2 ans, 10 ans, il ne bougera pas. Donc, ce n'est pas une question de timing qui tienne. Les gens ont été prévenus. On les a prévenus 6 mois avant. On a créé les conditions, on les a sensibilisés. Et nous aimons ça. Nous aimons qu'on nous pousse avant de passer, avant de respecter, d'aller au respect des normes. Maître Jacques Mégan, vous êtes juriste, oui. Vous êtes avocat et je voudrais, dans le bilan aussi, qu'on puisse quand même parler de cette cour-là qui semble être efficace aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre la corruption et certaines infractions. Absolument. Certaines infractions. Vous n'êtes pas sans savoir que 18 personnes au ministère de l'enseignement secondaire également se retrouvent devant la criette parce qu'ils auraient détourné des primes, un certain nombre de choses. Et donc, pensez-vous que la criette qui avait été dénoncée ou du moins... La criette décriée dans vous savez, aujourd'hui, nous sommes comme cela, monsieur Distel Amoussou. Tout ce qui est nouveau, ça entraîne toujours une certaine résistance, ça gêne. Et nous l'avions vécu avec la loi sur le système partisan. Je vous ai parlé de résistance à ce niveau et la même résistance se retrouve au niveau de la criette. Mais aujourd'hui, tout le monde applaudit la criette, parce que les gens ont constaté que cette criette dont on parle, il y a eu un dossier qui a été vidé, je crois, hier ou avant-hier, mais les gens ont fait un pouvoir devant la Cour suprême. Ouais. Parce que le problème que les gens posaient... Le dossier Babalola, je crois. Absolument, au niveau... Il y a non seulement non, il y a le dossier Méthode, CNSS et le dossier Solem. Non, ce que je voudrais dire par là, c'est le problème que les gens posent en disant que la criette ne doit pas exister parce que le procès ne serait point équitable. Équitable parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas un double degré de juridiction, il n'y a pas le contradictoire, il n'y a pas le délai, alors que tout cela se retrouve au niveau de la criette. Au plan social, nous avons les cantines scolaires et nous avons aujourd'hui un nouveau projet, je crois, le PRA, concernant le réaménagement donc des actes de naissance qui sont sans souche. Vous savez, ça va démarrer le 2 juillet, je crois. Bientôt. Oui. Vous savez, sincèrement, quel que soit le domaine, vous aviez parlé de cantine, donc ça va toujours dans le cadre de l'enseignement, surtout pour nos enfants, puisque les Pays-Bas viennent encore de nous aider en mettant sur la table, je crois,
un montant de 6 milliards de francs CFA. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement du président Talon a vu juste. Il a vu juste parce que l'enseignement, l'instruction, c'est la richesse. Comment voudriez-vous qu'un enfant qui n'a pas mangé soit maintenu à l'école? Il ne peut pas. Comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. D'une part. Et d'autre part, ils rentrent, ils font 5 km, 7 km. Ils vont chez eux. Ils n'ont même pas du gari. Et vous pensez qu'ils reviendront en cours, poursuivre ces cours? Non. Donc, ce qui a été fait par le gouvernement du président Talon, il faut le saluer. C'est-à-dire, sur le plan social, je ne sais pas. Il y a des moments où je me demande si nous aimons notre pays. Voilà un président aujourd'hui qui crée les conditions pour non seulement réduire la pauvreté, mais améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Mais accompagnons-le. Si nous constatons que ce qui se fait... La maison justice, votre maison justice, oui. Est-ce qu'elle vous honore aujourd'hui? Et comment? Nous avons aujourd'hui le tribunal administratif. Hier, on ne l'avait pas. Nous avons également le tribunal de commerce. Et nous avons... le gouvernement crée les conditions pour permettre à cette maison, justement, permettre à ceux qui y travaillent, les magistrats surtout, et les autres personnels, de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie. Mais je vous garantis une chose, la préoccupation du président Patrice Talon, c'est que c'est un homme qui sait ce qu'on appelle le bon travail. Un bon travail suppose un homme compétent. Un homme compétent suppose les meilleures conditions de vie. Meilleures conditions de vie, meilleures conditions de salaire. Donc, c'est en cela que je dis, c'est un homme qui sait, puisqu'avant qu'il ne soit président de la République, il était chef d'entreprise. Il sait ce qu'on appelle mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir la meilleure production. Je crois que le Bénin, aujourd'hui, est en train de vivre l'expérience de M. Patrice Talon, le président de la République. Et c'est en cela que je dis, nous n'avions pas deux pays. Nous avions un pays qu'on appelle le Bénin. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais mettons-nous ensemble pour construire ce pays. Si vous n'aimez pas l'homme, ça c'est une chose. Mais vous regardez les actions qu'il faut. Oui. Mes parents de Diakotomé, de Tchaourou, de Banikwara, de Azové, oui. ou de Dogui à Porto Novo, veulent voir le président. Est-ce que Patrice Talon n'est pas trop éloigné de son peuple? Le chef de l'État encore aujourd'hui, il était où? Il était là où les musulmans doivent passer avant d'aller à la Mecque. Au site de je parle de Tchaourou, de Diakotomé, de Dodji. Je ne parle pas de Cotonou, je parle de... J'en viens. Je parle de Tchoumi. J'en viens, monsieur Amoussou. Ce que je voudrais vous dire, c'est l'homme du peuple. Et vous le verrez. Vous l'avez vu. Ça fait bientôt 3 ans. Il était lors de la campagne, lors des campagnes de 2016. C'était le seul président de la République à ne pas aller à grand meeting et qui signalait... Le seul candidat. Il était le seul candidat. Pardon, qu'est-ce que j'avais dit? Président de la République. Il n'était pas encore président. Le seul candidat à passer de maison à maison. Il sait le faire et il va le faire et il le fera. Il passera de commune en commune comme il sait le faire. Et il a commencé déjà lorsque j'ai donné cet exemple. Il s'est d'abord mis au travail et les résultats sont là. Maintenant, il ira à la rencontre de son peuple et il va commencer et il le fera. Il ira quand? Mais je vous dis que ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà et il sait le faire. Je crois que de tous ceux qui avaient été candidats, le président Patrice Talon était celui qu'on appelait l'homme de terrain. Et il disait récemment, lorsqu'il rencontrait ceux de Tchaourou, je voudrais, après les événements, aller chez n'importe qui pour manger. Et il ira. Moi, je sais une chose, c'est que c'est un homme de terrain. Ce n'est pas un homme qui reste dans son bureau et qui est là pour donner des instructions. Il aime constater, il aime vivre, il aime partager. Et c'est ça qui fait la différence entre cet homme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça va être la fin de cette émission. Mais avant, nous allons remettre à Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Bénin, et son cadeau pour lui permettre de poursuivre ce café politique à la maison. Et il va nous dire quelles sont ses impressions sur cette émission
et un mot de sortie. Ah, vous, Écoutez. vous pouvez l'ouvrir si vous je le peux voulez. l'ouvrir. Ouais. Non, je vous remercie infiniment. Je crois que j'ai eu droit à une tasse et je peux vous dire que demain, je l'utiliserai cette tasse quand je voudrais prendre mon café. Et c'est un bon souvenir de télé. Je crois qu'on peut le voir. Je l'enlève complètement pour partager ma tasse avec mes compatriotes téléspectateurs. Non, je crois que c'est une très bonne chose puisque je n'ai pas vu passer le temps. J'aurais bien voulu que nous approfondissions certains points bien précis. Parce que nous sommes à une époque aujourd'hui, à un moment où le Bénin étonne. Parce que le Bénin est sur la bonne voie. Parce que le Bénin réussit. Il nous revient maintenant à nous de beaucoup communiquer. Parce que je disais que ce qu'il faudrait pour le gouvernement, c'est la communication. Ce n'est pas la communication au niveau de la présidente de la République. La communication au niveau de ceux qui disent qu'ils soutiennent le gouvernement. Il faut que nous communiquions. Il faut que nous, comme ce que nous sommes en train de faire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous prions de prendre le rendez-vous jeudi prochain. Merci. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la réaliser aujourd'hui. Je voudrais saluer l'équipe des caméras. J'ai Madame Pauline Esther, ça aussi. Paul Esther, ça aussi. Ah, Paul Esther, ça aussi. Vous comprenez que je ne suis pas habitué à ces noms. Il y a Monsieur Zouni Silas. Je voudrais dire également un grand merci à mon réalisateur, Nestor Rougnon. C'est bien ça, Nestor Rougnon. Et saluer l'homme du son, Sylvain Biaou. Et dire bonsoir à la maquilleuse, Rebecca, qui nous a maquillés ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est définitivement fini pour ce numéro de Café Politique. Rendez-vous jeudi prochain.